Il y a 4 ans, l'Ukraine était le pays qui demandait. Elle demandait des missiles en prêt, demandait la permission de tirer, demandait l'autorisation, pour se défendre contre le pays qui avait envahi sa maison. Plus tôt nous obtiendrons les armes que nous avons demandées, plus nos positions seront fortes et plus vite la paix viendra. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est complètement renversé. Et en ce moment, l'armée la plus puissante de la planète, celle des États-Unis, est en train de copier leur doctrine de guerre. Oui. Tu as bien entendu, la plus grande puissance militaire de l'histoire, apprenant auprès d'un pays qui, il y a 4 ans à peine, avait du mal à atteindre une cible de l'autre côté de sa propre frontière. Mais, au final, comment cela s'est-il produit ? Et la réponse se trouve dans un arsenal que presque personne n'a vu de près. Des armes qui, sur le papier, ne devraient pas fonctionner, qui ne proviennent pas de géants milliardaires de l'industrie de la défense, qui sont nés dans des entreprises âgées de 3 ans, dans des usines de drones agricoles, dans des entrepôts cachés, et qui font honte à la 2e plus grande puissance militaire du monde chaque semaine. Le plus effrayant, ce n'est pas chaque arme individuellement, mais ce qu'elles prouvent ensemble. Parce que chacune d'elles brise une règle que le monde pensait être une loi. La règle selon laquelle seuls les missiles coûteux peuvent atteindre de longues distances. La règle selon laquelle dépenser plus offre plus de protection. La règle veut que seules 4 superpuissances puissent intercepter un missile avec un autre missile. Et la règle la plus ancienne de toutes. Celle selon laquelle la plus grande armée gagne toujours. Une par une. L'Ukraine est en train de toutes les briser. Dans ce mini-documentaire, vous allez comprendre ce retournement en 4 étapes. D'abord, l'arme qui n'aurait même pas dû décoller. Ensuite, la porte de derrière. Ensuite, le bouclier rose. Et enfin, le cerveau derrière tout ça. À la fin, une question se posera. Une question à laquelle les généraux du monde entier évitent de répondre à voix haute. Si, dans la guerre du futur, l'avantage n'appartenait plus au camp le plus riche, mais à celui qui apprend le plus vite. Commençons par l'arme qui ne devrait pas exister. Faites très attention à ces images. Vous regardez un enregistrement en infrarouge d'un drone ukrainien en plein vol, profondément à l'intérieur du territoire russe. Maintenant, faites attention. Lorsque la caméra s'approche, voyez-vous ces points sombres dispersés sur le fuselage, sur les ailes ? Ce sont des trous, des dizaines d'entre eux. Ce drone a été touché. Il a été touché. On ne peut pas savoir avec certitude si c'était un tir de la DCA, un soldat russe au sol tirant en l'air avec son fusil, ou les deux à la fois. Mais ce qui compte, c'est ceci. Il aurait dû tomber. La plupart des drones du monde se seraient écrasés. Celui-ci non, il continue de voler, droit, stable. Comme si ces trous ne signifiaient absolument rien. C'est absurde. C'est le genre d'image que tu regardes 2-3 fois de suite en essayant de comprendre ce que tu vois. Parce qu'une chose pareille, selon les manuels de n'importe quelle force aérienne du monde, devrait être en morceaux au sol. Mais ce n'est pas le cas, elle vole. Quand cette vidéo est devenue virale, les réactions ont été unanimes. Les commentaires s'accumulaient. C'est une bête. On dirait du fromage suisse, mais il continue de voler. Il a encaissé une pluie de tirs anti-aériens sans broncher. Mais l'histoire derrière cet appareil est encore plus étrange que ce que vous venez de voir. Parce que ce drone ne devrait pas exister. Pour comprendre comment il a pu voir le jour et pourquoi il parvient à faire ce qu'il fait, il faut poser une question dérangeante. Une question à laquelle peu d'analystes militaires occidentaux veulent répondre à voix haute. Et si l'avantage dans la guerre moderne n'appartenait plus au camp le plus riche ? Ce drone a un nom, il s'appelle E-300 Enterprise. Et voici la partie que personne n'attendait. Parce que le E-300 n'a pas été conçu par un géant de l'industrie militaire. Il n'est pas sorti d'un centre de recherche secret. Il n'est pas né d'un programme gouvernemental ukrainien avec des milliards de dollars investis. Il a été construit par Aerodrome, une petite entreprise fondée en 2018. Et avant la guerre, Aerodrome ne fabriquait pas d'armes. Elle ne produisait ni équipement militaire, ni drones de reconnaissance. Aerodrome fabriquait des drones agricoles.
de ceux qui pulvérisent des pesticides sur les cultures. C'était une entreprise tellement obscure que très peu de gens en Ukraine savaient qu'elle existait. Les produits eux-mêmes n'avaient pas de marché, ni en Ukraine, ni à l'étranger. Et c'est cette entreprise, petite, oubliée, hors du radar, qui a fini par construire les drones les plus résilients et les plus dangereux de toute cette guerre. Mais il y a une partie qui est encore plus absurde, parce que le E-300 n'a pas été conçu à partir de zéro. En réalité, c'est une adaptation. La base est un petit avion civil appelé Sky Ranger Swift. C'est un ultra léger sportif, ce genre d'avion que les pilotes amateurs utilisent pour voler le week-end. Les Ukrainiens ont pris un petit avion de loisirs, ont retiré le pilote, l'ont rempli d'électronique, l'ont chargé d'explosifs et l'ont envoyé voler sur 1700 km à l'intérieur de la Russie. Pour comprendre pourquoi cela s'est produit, il faut revenir au début de la guerre. En février 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, les Ukrainiens avaient un énorme problème. Ils n'avaient aucun moyen d'attaquer la Russie en profondeur. L'Ukraine avait de l'artillerie, des missiles à courte portée, des drones tactiques à utiliser sur le front. Pour atteindre des cibles à des centaines ou des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, elle n'avait presque rien. Les alliés occidentaux disposaient de missiles longue portée capables de faire ce travail, mais ils refusaient de livrer ces armes. Et quand ils finissaient enfin par les livrer, ils en restreignaient l'utilisation. Il était interdit de frapper à l'intérieur de la Russie. Il était interdit de viser ceci. Il était interdit de viser cela. L'Ukraine était attaquée par un pays de la taille d'un continent, avec ses cibles les plus importantes protégées par des milliers de kilomètres. Et il lui était interdit de riposter là où ça faisait le plus mal. La solution donc devait venir de l'intérieur et c'est dans ce vide que Aerodrone est entré. L'entreprise n'a pas commencé à partir de zéro. Depuis 2015, elle développait des drones avec une capacité de charge importante. D'abord pour l'agriculture, puis pour la livraison civile. En 2017, elle a lancé un prototype capable de transporter 60 kg. Et cette expérience, acquise des années avant que quiconque ne pense à la guerre, s'est avérée être l'atout le plus précieux que l'entreprise possédait. Parce que transporter 60 kg de pesticides n'est pas si différent, en ingénierie, de transporter 60 kg d'explosifs. Quand la guerre a commencé, Aerodrone a pris ce qu'elle savait déjà faire et l'a développé à grande échelle. Ils ont pris l'ultra-léger Sky Ranger Swift, ont renforcé la structure pour supporter plus de poids, installé des réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter l'autonomie, et ont équipé l'avion de tout ce dont il avait besoin pour voler de façon autonome. Contrôle à distance par satellite, navigation autonome, transmission de données en temps réel. Le résultat a été le 300 Enterprise, capacité de charge allant jusqu'à 300 kg. Autonomie de 8 à 12 heures en vol. Vitesse de croisière modeste de 130 km/h. Portée officielle entre 800 et 1500 km. Et avec une charge réduite lors d'une mission sans retour, il y a des rapports de vol atteignant près de 3000 km. Pour donner du contexte, cela représente une portée supérieure à celle de nombreux missiles de croisière occidentaux. Et voici une information parmi ces spécifications, qui semble petite, mais qui va s'avérer être l'une des plus importantes de tout le projet. Regardez encore la vitesse de croisière, 130 km/h. C'est incroyablement lent. Si lent qu'on croirait un défaut de conception. Un avion militaire normal vole 3, 4, 5 fois plus vite. Et pourtant, c'est exactement à cette vitesse que Aerodrone a décidé de maintenir le E-300. La raison ? Garde cette question en tête. La réponse va apparaître plus tard dans cette vidéo, et quand elle apparaîtra, elle changera complètement la façon dont tu vois toute cette machine. Un autre détail curieux concerne le projet. Le E-300 a été à l'origine présenté par Aerodrone comme un drone de transport, de fret. Un moyen de livrer des pièces au front. Évacuer des blessés, apporter des fournitures. La version d'attaque en profondeur est venue après, et ça a été rapide. En mars 2023, Aerodrone a signé le contrat avec le ministère de la Défense de l'Ukraine
La production en série a commencé. Et moins d'un an plus tard, le E-300 a commencé à apparaître dans des endroits où la Russie jurait qu'elle ne serait jamais attaquée. « 2 avril 2024. Tatarstan, Russie. 1300 km de la frontière ukrainienne. C'est le genre d'endroit que les manuels de guerre appellent la profondeur stratégique. Une région si éloignée du front que les Russes estimaient impossible qu'une attaque ukrainienne y parvienne. Pour atteindre le Tatarstan, il fallait traverser tout le système de défense anti-aérienne, les défenses anti-aériennes de l'ouest de la Russie, traverser les radars, traverser les bases de chasseurs, traverser le cœur industriel de la Russie. Personne au Tatarstan ne croyait qu'il était en danger. Et c'est précisément au Tatarstan, dans la ville de Yalabouga, à l'intérieur d'une zone connue sous le nom de Zone économique spéciale de Yalabouga, que la Russie avait construit quelque chose de très précieux pour sa machine de guerre. Une usine de drones, pas n'importe quelle usine, l'usine. C'est là que la Russie a commencé à assembler, à l'échelle industrielle, les drones Shahed 136, rebaptisés par les Russes Tseran, 2, qui sont lancés chaque nuit contre les villes ukrainiennes. Ces drones qui bourdonnent comme des scooters et qui s'écrasent contre des immeubles résidentiels, contre des centrales électriques, contre des hôpitaux. L'usine de Yalabouga était l'engrenage central de cette machine. Ce matin-là, le 2 avril, vers 6 h, cela a changé. Des caméras de sécurité et des habitants ont filmé les faits. Quelque chose est apparu dans le ciel de Yalabouga. Ce n'était pas un missile. Ce n'était pas un avion de chasse. C'était un petit aéronef, volant seul, à basse altitude, lentement. Ceux qui l'ont vu de loin ont pensé que c'était un ULM quelconque qui s'était égaré. Ce n'était pas un problème d'itinéraire, mais un drone ukrainien, sans pilote, sur une trajectoire directe, volant pendant des heures, en ligne presque droite, traversant tout le territoire russe occidental sans être intercepté. Et en quelques secondes, il a plongé sur le complexe de l'usine. L'explosion a été suffisamment forte pour être entendue dans toute la ville. Pour la première fois dans cette guerre, la Russie avait été attaquée à plus de 1000 km de la frontière. Et ce n'était pas un missile de croisière occidental, ce n'était pas une arme coûteuse, sophistiquée et importée. Pour un observateur occasionnel, cela ressemblait à un petit avion de loisir. L'opération a été revendiquée par le renseignement militaire ukrainien. Et le gouvernement ukrainien a tenu à préciser une chose en particulier. Aucune arme occidentale n'a été utilisée. Tout a été fabriqué localement, avec la technologie ukrainienne, y compris le drone qui a parcouru les 1300 km. Ce drone était un ultra-léger civil converti en arme. Certaines analyses de sources ouvertes l'ont identifié comme étant compatible avec l'E-300 Enterprise. D'autres, comme un modèle similaire basé sur l'Aeropract A-22. Dans tous les cas, cela a marqué la première fois que ce type de plateforme, des avions civils transformés en armes à longue portée, a atteint une cible au cœur de la Russie. Et le E-300 allait devenir le représentant le plus connu de cette nouvelle catégorie. L'attaque contre Yalabouga n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, la Russie a découvert que son sanctuaire avait pris fin. Le E-300 et d'autres drones ukrainiens à longue portée qui sont apparus par la suite ont commencé à atteindre des endroits toujours plus loin, en territoire russe. L'usine de Yalabouga, autrefois considérée comme intouchable, est devenue une cible récurrente. Elle a de nouveau été touchée en mai 2025 et encore en juin 2025. La capacité de production russe de Shaheds, qui devait atteindre 8000 unités par an, a commencé à subir des interruptions régulières. Mais l'attaque qui a le plus choqué les analystes militaires reste encore à venir. En 2025, des drones ukrainiens de type avion ont décollé d'Ukraine en direction de l'Est. Ils ont traversé la frontière russe.
Ils ont traversé des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, passant par des régions où les Russes juraient que leur défense aérienne était impénétrable. Et ils ont continué à voler. Lorsqu'ils ont finalement plongé sur la cible, ils avaient parcouru entre 1000 et 1500 km, l'une des pénétrations les plus profondes jamais enregistrées en territoire russe. La cible était Gazprom Neftekhim Salavat, un gigantesque complexe pétrochimique situé au Bar-Kortostan, une région au pied de l'Oural, à l'extrémité du territoire européen de la Russie. Un endroit où aucun analyste militaire n'aurait imaginé qu'un drone ukrainien puisse arriver jusque-là. Des analyses russes ont attribué cette attaque et d'autres attaques de longue portée, spécifiquement à l'E3 Suns Enterprise, avec des rapports estimant des vols d'environ 1700 km lors de certaines missions. Et tu te souviens de cette question qui était restée en suspens tout à l'heure? Pourquoi Aerodrone a insisté pour maintenir une vitesse de croisière aussi lente, de 130 km/h. Ici, voici la réponse. Les radars modernes de défense antiaérienne sont pour la plupart de type Doppler. Ils fonctionnent en mesurant le changement de fréquence réfléchi par des cibles en mouvement. Plus la cible est rapide, plus sa signature est claire sur le radar. Mais il existe une limite inférieure. Quand quelque chose vole trop lentement, le radar a tendance à le filtrer comme du bruit. Comme un oiseau, comme une feuille emportée par le vent. Comme rien. Le E300 exploite cela. Il vole exactement dans la plage de vitesse qui trompe les radars. C'est presque une signature fantôme. Quelque chose qui est là, mais que les systèmes de détection ont été programmés pour ignorer. La lenteur du E300 n'est pas un défaut, c'est un avantage. La réaction de la Russie, réalisant enfin cela, a été d'essayer de s'adapter. En octobre 2025, des sources ukrainiennes ont commencé à signaler un changement dans le comportement russe. De petits drones intercepteurs, conçus spécifiquement pour traquer les drones ukrainiens à longue portée, ont commencé à apparaître dans l'espace aérien russe. Les Russes avaient compris que les missiles coûteux et les systèmes de défense antiaérienne conventionnels étaient inutiles contre un aéronef qui vole bas, lentement, et coûte une fraction de ce prix. La solution russe a été simple, construire leurs propres drones pour abattre les drones ukrainiens. Et c'est exactement là que reviennent ces images du début de cette vidéo. Tu te souviens de ce drone criblé de trous qui volait profondément à l'intérieur du territoire russe? C'est un Trezentos. Et cette caméra infrarouge qui a filmé l'approche ne venait pas d'une équipe de défense anti-aérienne conventionnelle. C'était la caméra embarquée d'un drone intercepteur russe, chassant le E300 dans le ciel, tirant rafale après rafale sur lui. Et pourtant, même après des dizaines d'impacts, sans réussir à l'abattre. C'est contre cette bête que la Russie a mis au point une nouvelle riposte pour tenter de chasser. Et elle n'y arrive toujours pas. Vous voyez un drone soulevé par un ballon. Il est complètement éteint. Il commence à monter. 100 mètres, 500 mètres, 2800 mètres au-dessus du sol. Et alors ? Il se détache tout seul, sans aucun pilote aux commandes. Mais ici, il y a un détail que personne ne remarque au premier coup d'œil. Ce drone fonctionne sur batterie. Et la batterie n'a pas encore été utilisée. Même pas à 1%. Et c'est justement là que réside le côté le plus dangereux de cette arme. Parce qu'avec une batterie intacte, tout change. Ce qui semble être un petit détail est en train de devenir l'un des pires cauchemars de la Russie en ce moment. Mais au final, comment un objet aussi simple est-il en train d'humilier la défense aérienne la plus chère du monde? Pour comprendre pourquoi ce ballon effraie autant les généraux russes, vous devez comprendre le problème que l'Ukraine essayait de résoudre depuis des mois. Au cours des dernières semaines, les routes qui approvisionnent les troupes russes dans les territoires occupés se sont transformées en quelque chose qui ressemble à un piège. Les autoroutes reliant la Crimée et les régions occupées au continent russe sont devenues des couloirs de la mort.
Des camions citernes blindés et des convois de ravitaillement sont détruits les uns après les autres, presque à volonté. L'Ukraine adorerait repousser cette zone de destruction, encore plus loin, plus près de Moscou, plus près du cœur logistique russe. Sauf qu'il y avait une limite, et cette limite avait un chiffre. Les drones que l'Ukraine utilise pour ses attaques sont bons, très bons. Mais chaque drone à moteur a une portée maximale, et celle-ci tourne autour de 150 km. Tout ce qui se trouve dans ce rayon est devenu une zone à risque pour les Russes. Tout ce qui était au-delà était sûr. Et l'Ukraine était déterminée à effacer ce mot. Sûr. Pour te donner une idée de cette pression, entre février et avril 2026, le président Zelensky a annoncé que l'Ukraine avait quadruplé le nombre d'attaques à moyenne portée. Oui, elle a quadruplé. En 3 mois. Mais même s'ils augmentèrent le volume, ce plafond de 150 km restait là. Malheureusement, le moteur du drone ne négocie pas. Alors, la question que les ingénieurs ukrainiens ont commencé à se poser était une autre. Il ne s'agissait pas de construire un drone plus puissant, c'était quelque chose de bien plus astucieux. Et s'il était possible de transporter le drone beaucoup plus près de la cible, avant même de démarrer le moteur? Et c'est ici que cette histoire commence à devenir vraiment intéressante, parce que la réponse qu'ils ont reçue ne venait pas d'un laboratoire de pointe. Elle est venue d'une technologie que l'armée utilisait déjà pour d'autres choses. Avant, vous devez connaître l'arme au centre de tout cela. Et le nom surprenant de celui qui est derrière elle. Le drone s'appelle Hornet. C'est un aéronef à voilure fixe, léger, doté d'une intelligence artificielle embarquée. Et cette partie est très importante, parce que l'intelligence artificielle lui permet de trouver et d'attaquer la cible tout seul. Même lorsque les Russes essaient de brouiller le signal de contrôle. Sur un champ de bataille saturé d'interférences électroniques, c'est presque un avantage déloyal. Mais voici le détail que presque personne ne connaît à propos du Hornet. Il n'a pas été conçu par une entreprise publique de défense classique. Il a été développé par une entreprise fondée et financée par un nom que vous connaissez probablement d'un tout autre domaine. Eric Schmidt, l'ancien président exécutif de Google. Oui, l'homme qui a aidé à construire le plus grand moteur de recherche de la planète finance maintenant des drones de guerre dotés d'intelligence artificielle. Et ce, pas discrètement. En juillet 2025, l'accord pour fournir ces drones à l'Ukraine a été signé en personne, en présence du président Zelensky. L'objectif déclaré était de produire des centaines de milliers d'unités en augmentant encore la production en 2026. Le Hornet a prouvé sa valeur si rapidement que même l'armée de terre américaine a commencé à s'entraîner avec lui, lors d'exercices en Lituanie, en Pologne et en Allemagne. Autrement dit, ce n'est pas un prototype expérimental. C'est une arme déjà testée, produite en masse, financée par l'argent de la Silicon Valley. Mais même la meilleure arme du monde, avec la meilleure intelligence artificielle du monde, se heurtait encore à ce plafond. 150 km. La solution pour dépasser ce plafond n'était pas dans le drone. Elle se trouvait dans un angle mort que la Russie elle-même ne savait même pas qu'elle avait. Pour comprendre cet angle mort, vous devez comprendre comment la défense aérienne russe fonctionne. Et elle fonctionne par couches. Elles sont organisées par altitude. Là en bas, près du sol, jusqu'à environ 1,5 km de hauteur. Mitrailleuses et canons automatiques. Efficaces contre tout ce qui vole en dessous. Un peu plus haut, jusqu'à environ 3 km. Drones intercepteurs, de plus en plus utilisés pour chasser d'autres drones. Et au-dessus de cela, eh bien, là, les choses changent. Au-dessus de 3 km, la Russie n'a pratiquement qu'une seule option. Des missiles solaires, très coûteux. Lancés depuis des systèmes comme le Pantsir, le Tor, le S-300 et le célèbre S-400. Soyez attentifs à ce que je viens de dire. En bas, des armes bon marché. Tout en haut, des missiles très chers. Mais entre une zone et l'autre, il y a un espace.
Une altitude où les armes bon marché n'atteignent pas. Et où employer un missile coûtant plusieurs millions de dollars serait un gaspillage absurde. Vide. En plein milieu de la défense aérienne la plus vantée du monde. Et la question évidente, c'est: qu'est-ce qui pourrait exactement voler dans ce vide sans déclencher aucune alarme? La réponse, c'est ce que vous avez vu au début. Ballon. À 8000 mètres d'altitude, un ballon transportant un drone a une signature presque invisible. Le Hornet, avec le moteur éteint, génère déjà une réflexion radar minuscule et presque aucune chaleur. Et que dire du ballon alors? Il est tout aussi discret, sinon plus. Il s'élève en silence, traverse les nuages, et à une altitude prédéfinie, il libère le drone tout seul. Cela peut être par altitude, par une limite sur la carte qu'il franchit, ou simplement par minuterie, sans qu'aucun opérateur n'appuie sur le bouton. Et là, le Hornet fait exactement ce que tu as vu. Il se stabilise tout seul et commence à planer, sans consommer de batterie. Quand il allume enfin le moteur, près de la cible, il a encore pratiquement toute la charge disponible. Ce détail dont j'ai parlé au début, tu te souviens? La batterie intacte. C'est ça qui double, et parfois même plus que double la portée du drone. Et il y a un bonus presque comique pour la Russie. Abattre un ballon comme celui-là n'est pas du tout facile. Ce n'est pas un ballon de baudruche qu'on fait éclater avec une épingle. Pour te donner une idée, en 1998, le Canada a tiré environ 1000 coups sur un ballon météorologique. Et il n'est pas tombé. À 8000 mètres, même percé, le gaz s'échappe si lentement que le ballon peut mettre des jours à redescendre. Cela laisse largement le temps au drone d'avoir déjà accompli sa mission. Mais la Russie avait encore un atout dans sa manche. Après tout, elle a des missiles pouvant atteindre cette altitude. Il suffirait de tirer. Et c'est exactement là qu'est apparu le problème que personne à Moscou ne pouvait résoudre. Supposons que la Russie détecte le ballon, parvienne à le cibler et tire un missile pour l'abattre. Techniquement, ça fonctionne. En pratique, c'est un désastre financier. Parce que voici enfin le chiffre que je vous réserve depuis le début de cette vidéo. Un missile d'un système comme le S-400 coûte de centaines de milliers à plusieurs millions de dollars par tir. Quant au ballon, plus le drone, plus le gaz, le coût total se situe entre 8 et 20 000 dollars. Maintenant, compare avec l'autre camp. Pour tenter d'abattre tout cela sans garantie de succès, la Russie doit utiliser un missile valant le prix d'un manoir. Ou plusieurs. Multipliez cela par des dizaines d'attaques, par des centaines, et vous comprenez pourquoi c'est insoutenable. Et il y a autre chose, le stock de missiles russes n'est pas infini. Et il y a des signes clairs d'usure. Des sources ouvertes indiquent que la Russie a déjà perdu plus de 40 batteries de S-400 au cours de la guerre. Et ce n'est pas tout. Moscou a même cherché à racheter des systèmes qu'elle avait vendus à la Turquie et à retarder des livraisons déjà contractées avec l'Inde. Lors de certaines attaques, certains missiles portaient un marquage d'exportation, c'est-à-dire des missiles qui n'étaient même pas destinés à être utilisés par la Russie. Chacun de ces signes, à lui seul, en dit déjà long. Ensemble, ils montrent que les stocks russes sont sous pression. Vraiment. Maintenant, rassemble tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Nous avons une attaque qui coûte le prix d'une voiture d'occasion contre une défense qui coûte des millions par tir, alimentée par un stock qui s'épuise. C'est pour cela que nous affirmons que la défense la plus chère du monde n'a tout simplement pas de réponse. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la technologie pour cela. C'est parce que les comptes ne sont pas bons. Les chiffres sont du côté de l'Ukraine. Maintenant, prends ce seul ballon que tu as vu au début et multiplie-le par 1000. Parce que c'est à peu près ce que l'Ukraine met dans les airs. Depuis la fin de 2025, plus de 1000 ballons ont déjà été lancés en territoire russe à des fins très diverses. Et maintenant, avec la variante qui transporte le Hornet, chaque kilomètre du territoire russe qui semblait sûr ne l'est plus. Et ce n'est pas une théorie. Le Hornet est déjà engagé au combat. Maintenant. Le premier corps d'Azov,
de la garde nationale ukrainienne, a confirmé l'utilisation systématique de ces drones contre les routes d'approvisionnement russes. Et les pilotes disent « Patrouiller les routes jusqu'à 160 km derrière la ligne de front, en survolant la ville occupée de Donetsk, à plus de 50 km du front. » Le 10 juin 2026, des drones du même corps ont attaqué le port de Mariupol. Cela a causé une coupure de courant sur place. Ont été touchés des réservoirs de carburant, des sous-stations électriques, des équipements radars et même la tour de contrôle. En une seule attaque, la ville a perdu une grande partie de sa capacité en tant que centre logistique. 5 jours plus tôt, le 5, ce fut au tour des lignes ferroviaires qui approvisionnent la Crimée. Et sur l'une des principales routes militaires vers la péninsule, la fameuse Novorossia, le trafic russe s'est effondré. La baisse a atteint 71%. Et savez-vous quel est l'effet cumulé de tout cela ? La pire crise de carburant en Crimée depuis que la Russie a pris la péninsule en 2014. Et le Kremlin, qui n'admet presque jamais de faiblesse, a été obligé de reconnaître publiquement l'ampleur du problème. Et tout ce que vous avez vu jusqu'ici a été fait avec des drones. Et les ballons ne sont que la prochaine étape. Ils sont la solution pour emmener ce même Hornet encore plus loin, à moindre coût, vers des cibles que la Russie pensait être hors de portée. Regarde, je dois dire, cette histoire est loin d'être terminée. À mesure que l'Ukraine augmente sa production et affine sa technique, il est probable que nous voyions ces ballons lanceurs être engagés au combat de plus en plus fréquemment dans les prochains mois. Mais peut-être que la plus grande leçon de cette vidéo ne concerne ni l'Ukraine ni la Russie. Il s'agit d'une illusion. L'illusion que dépenser plus garantit plus de protection. La Russie a investi des décennies et des milliards à construire une muraille dans le ciel. Et l'Ukraine, eh bien, a trouvé la porte dérobée. La semaine dernière, quelque part dans un lieu secret en Ukraine, un missile rose s'est élevé dans le ciel. La vidéo ne dure que quelques secondes, mais ceux qui s'y connaissent ont compris. À ce moment-là, ce missile n'allait attaquer aucune cible. Il a été conçu pour faire le chemin inverse, monter et abattre d'autres missiles en vol. Je parle des pires que la Russie possède. Les Iskander, et les Kinzhal, qui frappent les villes ukrainiennes presque chaque semaine. C'est là que l'histoire devient étrange. Pourquoi ? Abattre un missile avec un autre est l'un des plus grands défis de l'ingénierie, comparable à toucher une balle avec une autre. Très peu de pays savent faire cela. Les États-Unis, Israël, la Russie, la Chine, et chacun d'eux a mis des décennies et dépensé des fortunes pour y parvenir. C'est un club fermé qui refuse les nouveaux membres. Comme vous le savez déjà, l'Ukraine est en guerre, l'argent manque et les usines sont bombardées. Et même dans cette situation compliquée, elle a décidé de frapper à la porte de ce club. Maintenant, toute seule. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand un Kinzhal russe descend sur Kiev, il n'y a qu'une seule chose au monde capable de l'arrêter avant qu'il n'atteigne le bâtiment. Le missile Patriot américain. Mais il y a un problème. L'Ukraine vient de découvrir quelque chose de très inquiétant à propos de ces missiles. Pour comprendre ce qu'elle a découvert, il faut remonter quelques mois en arrière, à une guerre qui, à première vue, n'a rien à voir avec l'Ukraine. La guerre des États-Unis contre l'Iran. Pendant des semaines, l'Iran a lancé des missiles et des drones sur des bases américaines et des pays alliés sur le continent. Et les États-Unis ont répondu de la seule manière possible, en lançant des missiles patriotes. Beaucoup de missiles patriotes.
bordel. En un peu plus d'un mois de guerre contre l'Iran, les États-Unis ont brûlé plus de la moitié de leur stock d'intercepteurs patriotes, entre 1000 et 1400 missiles, en 40 jours. Et les Américains n'étaient pas les seuls. Selon les estimations des analystes, les stocks combinés de l'Arabie Saoudite, des Émirats, du Qatar et d'Israël ont chuté de près de 90%. Maintenant, réfléchis à ce que cela signifie pour un pays qui vit sous des attaques de missiles depuis 4 ans. L'Ukraine a toujours dépendu de ses intercepteurs et a soudain découvert que le propriétaire du stock en avait dépensé la moitié dans une autre guerre. Les livraisons à l'Ukraine ont ralenti, certaines ont été suspendues. Un analyste militaire occidental a résumé la situation sans aucune diplomatie. Des intercepteurs comme le Patriot oublient, les Ukrainiens n'en recevront pas. Mais la phrase qui résume le mieux ce moment est venue de l'intérieur. Dmytro Kuleba a été ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Il a passé des années à frapper à toutes les portes, à supplier qu'on lui envoie des missiles Patriot. Et maintenant, il dit ceci. Pouvons-nous compter sur les Patriots ? Je pense que nous ne pouvons plus. C'est ça, le constat. Le parapluie américain existe, mais il y a une file d'attente. Et l'Ukraine a compris qu'elle est à la fin de cette file d'attente, derrière les bases américaines, au Moyen-Orient, derrière Israël, derrière Taïwan. Maintenant, vous devez vous dire « D'accord, le stock a baissé, il suffit d'en produire plus, non ?» C'est exactement ce que l'Ukraine espérait. Et c'est là que la deuxième mauvaise nouvelle est arrivée. Rien que cette année, l'armée américaine n'a reçu que 172 nouveaux intercepteurs Patriot. 172, pour remplacer plus de 1000 intercepteurs tirés. Selon les projections, le stock américain ne reviendra à son niveau d'avant la guerre avec l'Iran qu'en 2029. Oui. C'est bien ce que tu as entendu. Considérez ceci, la production occidentale de missiles intercepteurs tourne autour de 60 à 65 par mois. Tu vois le problème. Le président Zelensky a bien résumé cela en une phrase. Face aux défis actuels, cela ne représente rien. Pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'horloge tourne dans le sens inverse. Selon le renseignement militaire ukrainien, la Russie produit environ 700 missiles Iskander par an, ainsi que des dizaines de missiles Kinzhal. En additionnant tout cela, cela fait entre 800 et 1000 missiles balistiques par an. Et savez-vous quelle était la capacité de toute l'Europe à intercepter ces missiles ? Environ 300 par an. Pour chaque missile que l'Occident parvient à abattre, la Russie en fabrique 3. Les services de renseignement ukrainiens estiment que la Russie peut lancer jusqu'à 100 missiles balistiques par mois contre l'Ukraine, sans même réduire son propre stock. Ils remplacent ce qu'ils dépensent, mais l'Occident, non. Et il y a encore le problème du prix. Chaque tir de Patriot coûte presque 4 millions de dollars, mais le problème principal ici, ce n'est même pas l'argent. C'est qu'il n'existe pas de chaîne de production capable de suivre. Zelensky a tenté une dernière carte. Il a officiellement demandé aux États-Unis une licence pour produire des intercepteurs Patriot directement en Ukraine. Il a envoyé une lettre à la Maison-Blanche. Il en a envoyé une au Congrès. Et jusqu'à présent, il n'a reçu que le silence. Acheter, ce n'est pas possible. Il refuse la fabrication sous licence. Il ne restait qu'un seul chemin, le plus difficile de tous. Le faire à partir de zéro. Voici où intervient l'entreprise la plus improbable de cette histoire. Et la réponse au mystère du missile rose. Firepoint est née en 2023. Ce n'est pas une entreprise d'État. Elle ne vient pas de l'industrie soviétique. Elle a commencé avec 18 employés. Et aujourd'hui, elle compte plus de 2200 personnes. Et elle est dirigée par une femme, Irina Terek, qui a fui un village occupé par les Russes dans les premiers jours de l'invasion. Sa voiture, dit-on, porte encore la marque d'une balle russe. Et la couleur rose ? Eh bien, c'est devenu la signature de la maison. Il existe 2 versions de son origine, et les 2 sont bonnes. La presse américaine a raconté que les premiers missiles sont sortis roses, à cause d'une erreur à l'usine et que l'équipe a décidé d'adopter cette couleur. Terek propose une autre version.
C'était une blague interne sur des femmes dirigeant une industrie dominée par les hommes. Elle a dit « Quel est le pire qui puisse arriver si une femme dirige une entreprise de défense ? Rien de terrible. Mais les missiles pourraient devenir roses. Que ce soit une erreur de production ou une blague. Le célèbre missile rose de l'entreprise a même reçu un nom d'oiseau. Flamingo. Et le flamingo n'est pas là pour décorer. En février de cette année, des missiles Flamingo ont frappé l'usine de Votkinsk à 1400 km à l'intérieur de la Russie. Et Votkinsk n'est pas une usine ordinaire. C'est là que la Russie fabrique ses propres missiles balistiques, y compris les Iskander. Autrement dit, l'entreprise du missile rose a déjà prouvé en situation de combat réel qu'elle sait faire voler un missile loin et toucher sa cible. Et quand une entreprise âgée de 3 ans parvient à détruire une usine de missiles à l'intérieur de la Russie, les gouvernements européens y prêtent attention. Tellement d'attention que le Danemark a fait quelque chose d'inédit. Ils ont temporairement suspendu plus de 20 lois et règlements pour accélérer la construction d'une usine Firepoint sur le sol danois, juste à côté d'une base aérienne de chasseurs F-35. C'est la première usine d'armes ukrainienne à l'intérieur de l'OTAN. Un pays européen qui bouscule sa propre bureaucratie pour une entreprise ukrainienne âgée de 3 ans. Une entreprise nouvelle, ambitieuse et entourée de polémiques, comme tout ce qui grandit trop vite en pleine guerre. Mais c'est cette entreprise qui a accepté la mission refusée par toutes les autres. Et ce qu'elle a construit porte une ironie cachée dans sa propre forme. L'intercepteur s'appelle FP7.X. Il mesure 7,20 m à 25 de long. Corps en matériaux composites. Et une vitesse allant jusqu'à 2000 mètres par seconde. Plus de 5 fois la vitesse du son. Et maintenant, l'ironie. La forme de ce missile n'est pas née de rien. Elle dérive de la géométrie d'un missile soviétique. Le même design utilisé jusqu'à aujourd'hui dans les systèmes S-300 et S-400, les systèmes de défense de la Russie elle-même. Je répète, car c'est presque poétique. Le missile qui peut protéger l'Ukraine des attaques russes a l'ADN d'un missile russe. L'Ukraine a pris l'héritage de l'ingénierie soviétique qu'elle connaît par cœur, et elle retourne l'arme contre son créateur. Mais, à l'intérieur, c'est une autre histoire. Et cette histoire est européenne. En avril, Firepoint a signé un accord avec l'allemande DL Defense. La même entreprise que celle du célèbre système Iris-T pour fournir les capteurs du missile, le capteur qui détecte la cible lors de la phase finale du vol. Le plus grand fabricant de missiles d'Europe, MBDA, participe au développement. Le centre de commandement provient de la société norvégienne Kongsberg. Les radars viennent de géants comme Saab, Thales et Hensoldt. Le système complet a même reçu le nom d'une déesse nordique. Freya. Tu comprends ce que ça signifie ? Ce n'est pas un missile ukrainien isolé. C'est l'Europe qui prépare discrètement un plan B pour le Patriot. Et le prix explique la précipitation. Comme je l'ai mentionné précédemment, chaque intercepteur Patriot coûte environ 3 800 000 $. Le missile ukrainien, 700 000, plus de 5 fois moins cher. Et regarde ce détail curieux. L'armée américaine a récemment lancé une mise en concurrence demandant exactement cela à ses propres fournisseurs. Un intercepteur à moins d'1 million de $. D'ailleurs, un général américain, dans une publication parlant de ce concept, a utilisé l'image du missile ukrainien pour illustrer. Comme vous le voyez, l'élève est devenu la référence. Et le plus intéressant, 3 essais ont déjà été filmés. Le premier vol a eu lieu en février, le deuxième en mars, et celui de juin, et c'est peut-être le plus important, car c'était le premier vol entièrement guidé avec le missile manœuvrant dans les airs. Selon le Financial Times, le missile a atteint une altitude de 25 km, un domaine jusque-là réservé aux patriotes.
Le cofondateur de l'entreprise a confirmé le test au journal et a déclaré que la production de masse pourrait commencer dès le mois d'août avec 3 missiles par jour. Mais bien sûr, la route à parcourir est encore longue. La première interception réelle n'est prévue que pour la fin de 2027. Jusque-là, le Freya reste un pari. Mais faites attention à une chose, car c'est l'idée la plus importante de cette vidéo. Même s'il échoue, la décision de le construire a déjà révélé la vérité. L'époque où la protection américaine était une réalité acquise. Quelque chose sur laquelle on comptait comme on compte sur le lever du soleil. Cette époque est révolue. L'Ukraine a seulement été le premier pays à recevoir la nouvelle, parce que c'est le seul qui découvre ces choses sous les bombardements. De nombreux pays, comme Israël par exemple, ont leur propre bouclier. L'Ukraine est en train de construire le sien. Et il est rose. Sois attentif à ce qui va arriver. Aube du 30 mai. Tu vois ce que l'opérateur de drone ukrainien voit. Caméra thermique. Noir et blanc. Et là-bas, en bas, les soldats russes dorment à 100 km de la ligne de front. Loin de toute tranchée. Bien au cœur du territoire occupé. Ils se croyaient en sécurité là-bas. Mais ils ne l'étaient pas. Ces hommes font partie de la 64e brigade. Ce nom seul ne veut rien dire. Mais le nom d'une petite ville près de Kiev dit tout. Au début de l'invasion, en 2022, les Russes ont occupé Boutcha. Et lorsqu'ils se sont retirés, le monde a vu l'horreur qu'ils avaient laissée derrière eux. Des civils exécutés avec les mains attachées, des fosses communes. Et la brigade désignée comme responsable de ces crimes était précisément celle-ci. Poutine, au lieu de punir, l'a décorée pour héroïsme. 4 ans plus tard, c'est cette brigade que les drones ukrainiens ont trouvée en train de dormir. Et ils ont attaqué, 21 fois en une seule nuit, sans qu'un seul soldat ukrainien ne pose le pied sur le sol. La vengeance avait été accomplie. Mais c'est la partie la moins importante de cette histoire, car il y a une question que personne ne pose. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à trouver ces hommes ? Comment un drone arrive-t-il exactement au bon endroit, la nuit précise, à 100 km à l'intérieur du territoire ? Et la réponse à ces questions a changé le cours de toute la guerre. Parce que ce qu'ils ont utilisé n'était pas une arme. C'était quelque chose d'inattendu qui, il n'y a pas si longtemps, servait à mettre à jour Google Maps. Vous venez de voir notre attaque. Ce n'était pas un coup de chance. Ce n'était ni une opération, ni une action spéciale. Planifiée pendant des mois. C'était la routine. Encore une nuit de travail pour une force qui vient de présenter un chiffre qu'aucune armée de l'histoire moderne n'a jamais révélé. Le 4 juin, le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a publié le bilan annuel des opérations. Selon le décompte ukrainien, chaque mission a été enregistrée dans un système numérique appelé Delta, qui conserve des vidéos et des preuves de chaque attaque. Cette force à elle seule a mis hors de combat 100 082 soldats russes en 358 jours. Pour que tu comprennes l'ampleur de cela. Quand Poutine a envahi l'Ukraine en 2022, il a consacré environ 190 000 hommes à l'opération. Il pensait que cela suffirait pour prendre tout le pays en 3 jours. Car une seule force ukrainienne, en un an, a éliminé plus de la moitié de ce nombre. Mais il y a un détail dans ces données qui est encore plus troublant que le total. Sur les 100 000, 53 000 sont morts. 46 000 ont été blessés. Plus de morts que de blessés. Cela peut sembler être une statistique. Ce n'est pas le cas. Dans toutes les guerres du XXe siècle, c'était l'inverse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait environ 3 blessés pour chaque mort. Au Vietnam, c'était plus de 3. En Afghanistan, il y avait presque 10 blessés pour chaque mort. Aujourd'hui, le rapport s'est inversé sur le front russe. Et l'interprétation la plus probable de cela est effrayante. Ceux qui attaquent ne dispersent pas des éclats au hasard. Ils choisissent où ils frappent.
Il est vrai que ces chiffres proviennent des deux côtés de la guerre. Et sur cette chaîne, nous indiquons toujours la source, mais la tendance est confirmée de manière indépendante. Mediazona, un groupe russe de journalisme d'investigation qui compte les morts en utilisant des avis de décès et des annonces funéraires, l'a confirmé nominativement. Plus de 156 000 militaires russes sont morts depuis le début de l'invasion. Et il indique que 2025 est l'année la plus sanglante de toute la guerre, avec 40% d'avis de décès publiés de plus que l'année précédente. Et là, la question devient inévitable. Pourquoi ? La force responsable de ces 100 000 ne représente que 2% de l'armée ukrainienne. Comment 2% de l'armée produisent-ils un tiers de tout ce que l'Ukraine détruit dans cette guerre ? Et la réponse qui semble évidente, c'est les drones. Oui. L'Ukraine a des drones, beaucoup de drones. Mais cette réponse n'explique rien. Parce que la Russie aussi en a. Les deux pays produisent des millions de drones par an. Aujourd'hui, les drones causent environ 80% des pertes. Des deux côtés. La Russie a pris cela très au sérieux. Qu'elle a créé un centre entier dédié à la guerre des drones. Le Rubicon. Avec pour mission de rattraper l'Ukraine en matière de technologie et de doctrine. Même arme. Des deux côtés, en quantité similaire. Et malgré cela, un seul camp a transformé cette arme en une machine à 100 000 victimes, quand deux armées ont le même outil. Et des résultats opposés, l'explication ne vient pas de l'outil. Elle réside dans ce qu'on en fait. Et ce que l'Ukraine a fait, c'est ce que nous allons analyser maintenant. La transformation ukrainienne s'est produite en 3 étapes. Et à chaque étape, l'étau s'est un peu plus resserré. Le premier mouvement a été l'organisation. En juin 2025, l'Ukraine a rassemblé ses unités de drones qui existaient déjà, mais qui opéraient chacune de leur côté. Et elle a tout regroupé en une seule unité sous le commandement de Brovd. 12 unités sont devenues une seule machine. Chaque mission a commencé à être enregistrée et vérifiée dans le Delta. Autrement dit, plus de chiffres gonflés à coups de déclarations. Chaque cible détruite a une image archivée. Sais-tu quel est le résultat de cette machine ? 5000 missions par jour. 1 650 000 missions de combat par an. Et une liste d'équipements militaires détruits qui ressemble à l'inventaire d'une armée entière. 817 chars, 1379 véhicules blindés, 4890 systèmes d'artillerie. Fais attention à ce dernier chiffre. L'artillerie est le garde du corps de l'infanterie. C'est elle qui ouvre la voie pour que le soldat puisse avancer. Sans artillerie, l'infanterie avance seule, et l'infanterie qui avance seule, dans cette guerre, meurt. Mais l'organisation à elle seule n'explique pas ce que vous avez vu au début de cette vidéo. Des drones coordonnés ont encore besoin d'une chose, atteindre la cible. Et c'est là qu'intervient le deuxième mouvement, ce qui a redessiné la carte de la guerre. Pendant des années, il y a eu en Ukraine ce que les militaires appellent la kill zone, la zone de mort. Une bande d'environ 15 à 20 km derrière la ligne de front, où tout ce qui bouge peut être détruit par un drone. C'était brutal, mais elle était étroite. Celui qui traversait rapidement survivait. Aujourd'hui, une nouvelle génération de drones de moyenne portée a étendu cette bande à environ 100 km. 100 km. À Louhansk, occupé depuis le début de la guerre, le 3e corps d'armée ukrainien affirme que ce sont désormais ces drones qui contrôlent le ciel, avec des attaques atteignant plus de 200 km en profondeur. Le renseignement militaire ukrainien a annoncé tenir sous son feu le corridor reliant Donetsk à la Crimée. Et l'autoroute R 280, la principale artère d'approvisionnement de la Russie vers le sud, est devenue ce que la presse appelle déjà l'autoroute de la mort. Fermée à la circulation civile depuis la fin du mois de mai. L'effet s'est fait sentir loin. À Sébastopol, en Crimée, les autorités d'occupation ont limité le carburant à 20 litres par personne. Et rien que pour les véhicules logistiques,
les camions de nourriture, de munitions et de carburant, 26 430 ont été détruits en un an. Nous touchons ici un point que peu comprennent sur la guerre. Elle ne se gagne pas lors des fusillades, mais avec les camions. Un front sans approvisionnement pourri. L'attaque contre la brigade de Boutcha, qui a ouvert cette vidéo, s'est produite exactement dans cette zone, à 100 km à l'intérieur, où la Russie pensait pouvoir dormir. Mais maintenant, fais attention à un problème. Pour tuer à 100 km, il faut voir à 100 km, et rapidement, parce que quelque chose bouge. Un drone qui chasse à l'aveugle, c'est de la batterie gaspillée. L'Ukraine avait besoin d'yeux, c'est alors qu'est intervenu l'élément que j'ai promis au tout début. L'élément lié à Google Maps. Et pour que tu comprennes comment elle fonctionne, laisse-moi te raconter une opération réelle révélée par le Wall Street Journal. Les Russes ont caché un dépôt de munitions à l'intérieur d'un ancien silo à grains. Pour tout drone au-dessus, ça semblait juste être un silo. Mais sur le téléphone portable des soldats ukrainiens, ils recevaient des images satellites. Et il a suffi de comparer la nouvelle photo avec une ancienne du même endroit pour que tout apparaisse. Des structures qui n'existaient pas auparavant. Et des traces fraîches de pneus de camions militaires. Confirmé, le drone décolle. Et ce que tu vois maintenant, c'est un dépôt de munitions russes qui cesse d'exister. Ces images proviennent de satellites commerciaux, privés. La principale entreprise est Ventor, de l'État du Colorado, qui opère avec des partenaires des États-Unis, des Pays-Bas et de l'Ukraine elle-même. Et voici la partie qui semble sortie d'une fiction. Ce sont les mêmes satellites qui mettaient à jour Google Maps et surveillaient la pêche illégale. Ce réseau photographie 7 millions de kilomètres carrés par jour. Et il passe au-dessus du même point jusqu'à 15 fois par jour. Avant, une image comme celle-ci était envoyée pour analyse dans un quartier général à Kiev. Cela prenait des heures, parfois des jours. Quand l'information arrivait au front, la cible était déjà partie. Maintenant, la photo arrive sur le téléphone du soldat en 15 minutes. Le temps entre la localisation et la destruction de la cible a diminué de 90%. Selon le Wall Street Journal, c'est la première fois dans l'histoire, à notre connaissance, qu'une image satellite commerciale est directement transmise aux soldats pour guider les décisions de combat en temps réel. Pense à ce que cela signifie en pratique. Chaque petite équipe ukrainienne est devenue deux choses en même temps. Un œil dans l'espace et un marteau en l'air. Le drone n'est que le marteau. Celui qui dit où frapper, c'est le satellite. Et maintenant, demandez-vous, est-ce commercial? Est-ce en vente? Pourquoi la Russie n'en achète-t-elle pas tout simplement aussi? Elle a tout essayé, et chaque porte s'est refermée devant elle. Acheter des images satellites occidentales est impossible en raison des sanctions. Aucune entreprise occidentale ne vend à la Russie. Et pourquoi ne pas improviser avec Starlink? Les Russes utilisaient des terminaux de contrebande pour communiquer et pour étendre la portée de leurs propres drones. Jusqu'à ce qu'en février 2026, le blocage de ces terminaux devienne systématique. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'un des centres d'analyse les plus respectés en Occident, cela a immédiatement paralysé la capacité russe à attaquer en profondeur. Misé sur des drones à fibre optique qui sont immunisés contre le brouillage, la Russie a misé là-dessus. Mais la seule usine de fibre optique du pays, dans la ville de Saransk, est à l'arrêt depuis que des drones ukrainiens l'ont frappée en mai 2025. 4 millions de kilomètres de fibres par an sont à l'arrêt. La Russie est devenue dépendante de la Chine, même pour les câbles. Le comble de l'ironie est venu du Kremlin. En étranglant Telegram à l'intérieur de la Russie, par peur d'une information incontrôlée, le Kremlin a brisé la communication informelle que les unités russes elles-mêmes utilisaient pour se coordonner sur le front. Vous voyez le schéma ? Et l'avantage de l'Ukraine n'est pas une technologie que l'on peut voler ou copier. C'est un écosystème. Des satellites privés, des entreprises alliées, des programmes, des données qui circulent en quelques minutes. Et un écosystème, ça ne s'achète pas en pleine guerre. Le Rubicon, ce centre russe de guerre de drones dont j'ai parlé tout à l'heure, essaie de rattraper son retard.
Mais il essaye de rattraper quelque chose qui va plus vite que lui. Et le résultat de tout cela est déjà dessiné sur la carte. Avril 2026. Pour la première fois depuis août 2024, la Russie a subi une perte nette de territoire. Elle a reculé plus qu'elle n'a avancé. Le rythme de l'avancée russe est passé de près de 10 km² par jour l'année dernière à moins de 3 cette année. L'Institut lui-même reconnaît honnêtement qu'une partie de la baisse d'avril peut être saisonnière. La boue du printemps freine toute offensive. Mais la tendance est à la baisse mois après mois depuis novembre. Et ce ne sont pas seulement les analystes qui le disent. Anton Gerashchenko, conseiller du gouvernement ukrainien, a résumé la situation ainsi. L'avancée russe s'est presque arrêtée sur la majeure partie du front. Seuls quelques secteurs enregistrent encore des avancées. Et les pertes russes ne cessent d'augmenter. Poussées, selon lui, précisément par l'avantage technologique que vous venez de découvrir. Cette grande offensive de printemps que le Kremlin avait promise a été contenue. D'accord, les gars. Il n'y a pas de paix. Sans drone. Et là-bas, il y a beaucoup d'artillerie, et l'ennemi passe une journée difficile. Pendant ce temps, les attaques en profondeur sont devenues une routine. La corvette, rien qui indique un changement. Il n'y a aucun changement à signaler. Saint-Pétersbourg. Le défilé de la victoire à Moscou sans un seul blindé dans les rues. Vous avez déjà vu ces scènes. Vous connaissez désormais le système derrière elles. Et selon le même institut, Poutine agit aujourd'hui avec une fausse image du front lui-même, alimenté par les rapports exagérés que son haut commandement lui remet. L'homme qui dirige la guerre est celui qui comprend le moins ce qui s'y passe. Mais le chiffre le plus important de tout ce bilan n'a pas encore été mentionné. Et c'est un calcul simple. Selon Brovdi, les drones ukrainiens éliminent déjà entre 33 et 35 000 soldats russes par mois. Et savez-vous combien de soldats le Kremlin parvient à recruter par mois? Entre 33 et 35 000. Autrement dit, la Russie perd maintenant des soldats à la même vitesse qu'elle parvient à les remplacer. Pense à ce que cela signifie. Chaque nouvel homme qui entre dans l'armée russe ne fait que remplacer celui qui est parti. L'armée a cessé de croître. Et une armée qui ne grandit pas ne peut pas soutenir une offensive. Elle ne fait que saigner sur place. Si ces chiffres se confirment, et c'est le pari déclaré du commandement ukrainien, la guerre n'est plus une question de volonté politique, c'est devenu une équation. Et aujourd'hui, cette équation est défavorable à la Russie. C'est pourquoi la vengeance contre la brigade de Boutcha est la partie la moins importante de cette histoire. Ce que tu as vu sur cette caméra thermique, ce n'était pas une attaque. C'était le système qui fonctionnait. Le satellite l'a localisé. Les données sont arrivées en quelques minutes. Le drone a frappé. L'Ukraine n'a pas remporté une course au drone. Elle a résolu une équation. Et ce n'est pas une arme qui l'a fait, c'était la vitesse de l'information. Et cela vaut bien au-delà de cette guerre. Pour la première fois, il est prouvé sur le champ de bataille que la masse ne l'emporte pas sur l'information, qu'un pays plus petit peut stopper l'offensive d'une puissance nucléaire, s'il voit plus vite qu'elle. Preuve majeure que le monde avait saisi le message. Le commandement des opérations spéciales des États-Unis intègre déjà le même type de système pour ses propres soldats. L'armée la plus puissante de la planète copie l'Ukraine. L'élève est devenu le professeur. Et cette histoire ne fait que commencer. La force de Brovdi promet de doubler le bilan la deuxième année. 200 000 pertes. Les Russes? Eh bien, ils ont du pain sur la planche. Cette équation sera testée dans les prochains mois. Et chacun de ces hauts passera ici sur la chaîne. Et réponds-moi dans les commentaires. Tu penses que la Russie peut encore faire voler cette équation en éclats? Ou bien la situation a-t-elle déjà complètement changé? Maintenant, dézoome et regarde l'ensemble. Un petit avion agricole qui parcourt 1500 km parce qu'il est trop lent pour intéresser les radars. Un ballon à 8 000 $ qui humilie un système à plusieurs millions. Un missile rose fabriqué par une entreprise créée il y a 3 ans.
en couvrant le vide laissé par les États-Unis. Et un cerveau satellite qui transforme 2% de l'armée en un tiers de tout ce que la Russie perd. Aucune de ces choses, à elle seule, ne gagne la guerre. Mais ensemble, elles racontent la même histoire. L'histoire d'un pays qui a cessé de demander et a commencé à construire. Il y a 4 ans, l'Ukraine suppliait pour des armes prêtées, avec une liste de règles sur l'endroit où elle pouvait utiliser chacune d'elles. Aujourd'hui, elle teste plus de 50 nouvelles armes par an, produit des millions de drones, exporte sa technologie à ses alliés et voit l'armée la plus puissante de la planète copier la doctrine qu'elle a inventée. Sous les bombardements, l'élève est devenu le professeur. C'est pourquoi cette question initiale est si importante, bien au-delà de cette guerre. Pendant des siècles, le monde a cru que la guerre appartenait à celui qui avait le plus gros budget, la plus grande armée, la technologie la plus chère. L'Ukraine prouve sur un véritable champ de bataille que tout cela est peut-être terminé, que la masse ne l'emporte pas sur l'innovation, que l'argent ne l'emporte pas sur la créativité, et que lors de la prochaine guerre, l'avantage ne sera peut-être pas à celui qui dépense le plus, mais à celui qui apprend le plus vite. Si ce retournement a changé la façon dont tu vois cette guerre, laisse un like, ça aide énormément la chaîne, et abonne-toi. Parce que cette histoire est loin d'être terminée. Chaque nouvelle arme, chaque essai, chaque chapitre de ce retournement sera abordé ici. Et là, je veux connaître ton avis. Dans cette nouvelle ère, sur qui paries-tu ? Sur le camp qui possède le plus grand arsenal, ou sur celui qui est plus rapide, moins cher et plus créatif ? Écris ça ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.